le Bouddha, le Dharma, le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc on va commencer par des révisions qu'on vous a demandé avec enthousiasme. C'est ça. Est-ce que j'ai fait une récompilation de tous les documents importants de l'année dernière? Vous avez pu les mettre sur le blog une fois que j'avais dans. Ils sont presque terminés, il faut que je les mette à disposition. Parce que vous êtes obligé de passer sur PDF, c'est ça, pour les mettre sur le blog ou ça peut rester en Word? Après, on pourrait mettre une version Word également. Tu voudrais une Non, parce que moi je te l'envoie en Word, mais si tu veux, moi je pourrais te le passer en PDF. Non, parce que je refais un peu de remise en page. Oh là là! Je corrige les fautes. Des fois? Tac le niveau de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu l'année dernière? On a eu pas mal de choses, hein? Oh là, oui. Oui, Permanent, impermanent, tout ça. Oh là là! Synergisme. existant, non existant. Ah. Donc la plus grande division du non-soi, c'est entre quoi et quoi? Existant. Permanent. Existant. Existant et non existant. Est-ce qu'il y a une définition à non-existant? Sans caractéristiques spécifiques. Enfin, moi, c'est les cornes de lièvre. Oui, tout à fait. Voilà. Les cornes de lièvre. Oui, en général, une définition correspond à un définiendum. Un définiendum, c'est en général quelque chose, c'est la connotation de quelque chose qui existe. Donc, quelque chose qui n'existe pas n'aura pas de définition dans ce langage-là, systématique. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire justement ce qui n'a pas de définition. Les définitions aux caractéristiques, c'est le même mot en tibétain. Donc, ça serait la définition parfaite. On va l'ajouter aux annales et on va le dire au lama tibétain quand nous avons une nouvelle définition. Et par exclusion, ce qui est exclu des existants, non existants, qui est exclu des non existants. Ce qui n'est pas un existant. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est comme un permanent permanent. Oui, ça peut rentrer dans la définition. Mais le fait qu'elle n'ait pas de caractéristiques, ça lui donne une autre connotation, lui donner un autre élément, pas juste une négation, mais lui donne un autre élément. Comme on dit, permanent, c'est non impermanent, non momentané. Donc là, on a rajouté un élément momentané dans la définition. Mais de toute façon, ça correspond, c'est exclu des existants, n'a pas de caractéristiques, et ne peut être connu par une conscience correcte, ça c'est sûr aussi. Donc voilà, donc c'est ça les exemples des non-existants. Donnez des exemples alors. L'enfant de la femme stérile. Après il y en a d'autres. Donc les cornes du lapin, c'est un classique. Ah oui, les fleurs du ciel. Les fleurs qui tombent dans le ciel, les fleurs du ciel. C'est celui-là, dont j'avais fait une compilation à la fin de l'année dernière. Avec ce qu'on peut garder comme information principale. Si vous voulez vous promener vos notes, c'est celle-là principalement. Il y a tout dedans. Et il y a surtout ce tableau-là qu'on est en train de réviser. Ouais. Et ça, c'est tous les éléments de l'année dernière, sauf que j'ai recompilé ceux qui avaient un petit peu plus essentiel. Ah non, même pas d'ailleurs. Donc, nous sommes ici, dans ce tableau-là. Donc, on a le non-soi. Un autre exemple de non-soi. Marc. L'existence véritable. Marc, s'il te plaît. Un autre de non-soi. Il est pris au dépourvu. Le pauvre. De non-existant. Oui. Le plus important de tous les non-existants. Oui. Le moi, le mien, L'existence véritable ou inhérente. Le jeu, le soi duquel on se saisit. Oui. C'est le plus important des non-existants. Ouais. En général, on ne l'utilise pas dans le débat de base parce que quand on utilise des exemples, le but d'utiliser des exemples dans nos débats en général, c'est que l'exemple aide à comprendre le syllogisme. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on essaie de prendre des exemples qui sont flagrants, qui sont faciles à comprendre. Pour ça que c'est toujours le vase et le vase et le vase constamment. Alors qu'en essence, le plus important des non-existants, c'est la notion d'un soi irréel. Ouais. Un soi permanent, un soi qui existe véritablement, intrinsèquement, de par son propre côté, etc. Ouais. C'est le plus important de tous.
Mais on n'utilisera pas cela dans le débat. Dans le débat, on préfère les cornes du lièvre. Oui, le soi, c'est l'exemple le plus important des non-soi. Mais le soi erroné. Exactement. Le soi erroné. véritablement. Le soi erroné. Inherently, Le simple C'est soi. pas un vrai soi. existant, inhérente, qui C'est un est de son faux côté. soi. Ouais. Ouais. En plus, il va être défini de différentes façons, ce soi, qui va être réfuté. Le soi, on peut l'appeler le soi qui est l'objet de réfutation. Parce qu'il peut avoir différentes étiquettes, ce soi, suivant les écoles philosophiques. On commence par en bas. Quel est le premier soi qui est réfuté par les premières écoles? Le soi de la personne, une personne qui existerait comment? De façon permanente, permanente. permanente. Elle a 3 caractéristiques. Permanente, séparée unitaire Et autonome. et indépendante. Wow. Donc ça, c'est le premier soi qui est réfuté par tous les bouddhistes, sauf une petite division d'école des Baba Ishika, qui dit que mais il y a une façon d'exister de ce soi-là. Mais c'est vraiment une exception. En général, tous les bouddhistes vont réfuter ce soi, ce premier soi. Le deuxième qui est réfuté, c'est un soi qui est un petit peu plus subtil que celui-là, le soi de la personne, avec aussi 2 caractéristiques. Donc c'est un petit peu plus subtil. Ah oui, c'est au niveau de la conscience. Autosuffisant et substantiellement existant. Self-sufficient, substantial existing. C'est bon à dire. Donc c'est un soi qui est autonome, pas complètement indépendant mais autonome, et qui est self-sufficient, comment dire en français? Autosuffisant et substantiellement existant. Et substantiellement existant. D'accord. Donc c'est un soi qui est un peu plus subtil quand même. Pardon, je pense que c'est ce soi-là qui n'est pas réfuté par cette petite école des Baba Ishika. Le soi permanent est réfuté par tous. Cette petite école ne réfute pas celui-là. C'est un soi, bien qu'il ait une relation avec les agrégats, alors que l'autre était totalement indépendant des agrégats, dans la première conception, l'Atman, l'esprit dans l'âme, tous ces trucs qui sont totalement dissociés, etc., de la personne, alors que là, il y a une association entre l'esprit et les agrégats. Mais le soi, c'est quelque chose qui a un pouvoir, un contrôle sur les agrégats. Donc c'est un soi qui a une certaine force sur les agrégats. Et c'est surtout l'image qu'on donne de ce soi. Et après, quand on continue, là, c'est les 2 premières écoles. On fait une introduction sur les ténèbres, en même temps sur les écoles philosophiques. Donc ça, c'est les premiers. Ces 2 écoles, elles ne vont pas nier le soi des phénomènes. Elles touchent juste l'existence de la personne. Maintenant, quand on passe sur l'école au-dessus qui s'appelle Mind Only, Shittamatra, c'est l'esprit seul. Les tenants de l'esprit seul. L'esprit seul. Ils vont commencer à réfuter l'existence véritable de certains phénomènes. Pas seulement de la personne, mais aussi de certains phénomènes. Ils vont dissocier les phénomènes en 3 natures, 3 catégories, et dont un fantôme. Oui, c'était un fantôme. Oui, c'est un fantôme, ouais. Ah, c'est incroyable. Mais il aurait pu venir si vous voulez. Hein. Bah ouais, mais je sais pas. Moi, dès qu'il a entendu mon soi, il a eu peur. Donc là, on va parler des phénomènes qu'ils appellent les phénomènes imputés, intellectuellement imputés. Tous les phénomènes conceptuels, donc à ce niveau-là, ils n'existent pas véritablement. Mais ils gardent quand même les phénomènes impermanents et la vacuité et tout ça, ça existe véritablement. Pour l'instant, on ne questionne pas ça. Mais les fantômes n'existent pas. Ah ben si. Mais si, ça existe les fantômes. Tout le monde le sait. Ça. Ça fait partie des êtres du samsara, hein, les fantômes. Mais les Tibétains, ils sont forts, ils ont des listes de tout genre d'esprits et de fantômes. Il y a une liste en 8 et chacun a ses caractéristiques et tout ça. Ils s'y connaissent mieux que nous en esprit, définitivement. Et ils les prennent au sérieux. D'où les pujas, les tormas, etc. Tous ces esprits, quoi. Vous voulez une torma? Donc les Shittamatra, ils ont commencé à questionner certains phénomènes, les phénomènes mentaux des conceptions. Après, on passe au Madhyamika. Alors là, on réfute une certaine existence de tous les phénomènes sans exception. D'accord? Donc c'est pas seulement un certain soi de la personne, c'est pas seulement un soi de la personne plus ces phénomènes imputés, désignés intellectuellement, analytiquement. On va nier aussi tous les phénomènes, leur existence véritable.
on a deux écoles madhyamika, toutes les deux réfutent une existence véritable. Maintenant, un jour, on rentrera dans les détails de ce que veut dire chacun de ces mots-là, véritable, qu'est-ce qu'une existence véritable. Et ensuite, dans les madhyamikas, notre école, nous, ce qu'on est, on est prasangika. On est bien d'accord. C'est en général, tous les enseignants, la vision bouddhiste tibétaine, c'est de la perspective prasangika, madhyamika, prasangika. Et eux, ils refutent de toute existence intrinsèque, inhérente, de par son propre côté, de par sa propre nature, de par ses propres caractéristiques. Il y a plusieurs noms, mais qui se réfèrent à la même chose. Ce qu'ils veulent dire, c'est que essentiellement là-bas, c'est quand on cherche l'essence de ce phénomène, un phénomène qui existerait en soi, on ne trouve pas. Sous l'analyse, sous le filtre de l'analyse ultime, on ne va pas trouver ce phénomène. Il est introuvable. C'est ce qu'on appelle cette vacuité intrinsèque. Et tous ces noms-là se réfèrent à ce que... Il n'y a que les prasangikas qui vont jusqu'à ce point-là de déconstruction. Ça va il s'arrête avant dans l'analyse. Donc il y a quand même une certaine existence essentielle. Donc c'est ça. Donc le non-soi, pardon, c'était juste une petite parenthèse sur le non-soi. Et les Citta-Matra Citta-Matra, c'était l'école, le seul esprit. l'esprit seul. Tenant l'esprit seul. Où il présente les phénomènes en trois natures. Donc les phénomènes impermanents, les phénomènes de vacuité. Ces deux genres de phénomènes, ils existent véritablement. Ce qui n'existe pas véritablement, dans le sens où ils existent d'une façon seulement imputée, sont les désignations mentales, les phénomènes mentaux, projections mentales. Et par-dessus tout, dans cette troisième catégorie, ce qui leur intéresse le plus, c'est ces phénomènes imputés qui sont l'objet de négation. Okay. Par exemple, on va avoir la table. En bref, on a la table, c'est un objet impermanent, il existe véritablement, d'accord? Maintenant, cette table, je leur rajoute une notion d'existence irréelle dessus. Cette notion d'existence irréelle, c'est ce qui va être réfuté. Ouais. C'est cet élément qui va être réfuté, c'est ça dans cette catégorie principalement. Donc, il commence à être un petit peu plus spécifique, mais pour nous, nos phénomènes principaux, qui sont tous les phénomènes impermanents, et aussi les conceptions de vacuité existent véritablement. Ils ont une essence quelque part. Et c'est là que l'école suivante doit dire non, ils n'ont pas d'existence véritable. Il y a quand même un petit quelque chose qui reste pour qu'ils existent, mais il n'y a pas d'existence véritable à ce niveau-là. Donc c'est une négation graduelle des phénomènes qui est faite par les quatre écoles. Pardon, du non-soi. Esprit seul, ça veut dire que la construction philosophique est avec l'esprit seul, seulement avec leur esprit. On rentre dans un sujet qui est bien trop vaste là. Ah, ouais. c'est le sens du nom. Ça vient du sutra, un sutra d'Asabhumi Sutra, le sutra des 10 terres, entre autres, qui dit que les trois royaumes viennent de l'esprit seul. D'accord. Dans le sens, c'est la relation de l'esprit avec les phénomènes supposément extérieurs. Donc, ils vont nier l'existence de phénomènes extérieurs complètement, etc. Dans le sens esprit seul. Et ça veut dire qu'il n'y a pas que l'esprit qui existe, il ne faut pas le prendre aussi littéralement. D'accord. Mais le fait que ce qu'on perçoit vient de la même impression karmique, de la même. Comment on appelle ça? Empreinte. D'une empreinte karmique laissée par une certaine action du passé. On va avoir, de là surgit l'objet perçu et la perception. Donc ils viennent de la même graine, c'est pour ça qu'ils disent que tous les phénomènes sont esprit seul, parce qu'ils viennent de la même source. Donc c'est pas causal en fait. Ils disent l'objet appréhendé, la conscience appréhendante sont de même nature. Ouais, en quelque part. Ouais. Mais teasing, parce que je crois qu'au PEBA, quand je vais terminer, normalement il avait prévu au printemps, va démarrer les 4 écoles philosophiques avec Geshe Loden. Donc ça devait être avril ou mai, donc d'après ce qu'il avait prévu. J'avais compris septembre, avril ou mai, septembre. Ah, septembre, ça a été décalé? J'avais compris ça. Donc après, il y a eu les 4 écoles philosophiques, donc à la rentrée. Octobre alors du coup. Oui, à la rentrée. Quoi. Et c'est un sujet pour l'étudier, il faut l'écouter au moins 2 ou 3 fois, on est d'accord? À la première écoute, c'est un petit peu... ça se mélange tout. À la deuxième écoute, ça devient un petit peu plus clair. À la troisième, à la 10e, ça va un petit peu mieux. Et encore. Et à la 15e, c'est OK. Éventuellement. Là, on passe le grade de Geshe et puis voilà. Surtout qu'au début, on ne voit pas, on se dit que ça fait un peu sec, et on ne voit pas trop l'usage qu'on peut en avoir, mais en fait, c'est la clé de la libération de l'état de Bouddha. Hein. Donc,
Oui, ça fait partie. Oui, c'est ça. Donc ça peut être assez technique, mais ça peut être aussi, si on comprend ce qui est en dessous, ça va être très très intéressant aussi. Et se rendre compte de comment nous on perçoit la réalité, comment petit à petit on va réfuter jusqu'à arriver à l'ultime. Et comment quand on dit nous on est Madhyamika après Sanghika, pas du tout. On est tellement accroché à nos jeux pour commencer de toute façon spontanée et constante dans notre quotidien qu'on n'est rien. On n'est même pas Baba Chica, c'est pour on est ça des cacahuètes. plus on monte dans les plus on se dit mais elle est où la subtilité. Moi c'est vrai que quand on avait fait le truc là, je me dis c'est quoi la différence, je comprends rien. Avec découverte du bouddhisme non, avec l'exploration du bouddhisme. Ah ouais. Les écoles, les écoles, oui, c'est tout. Je me disais, c'est quoi la la subtilité qu'il y a entre chaque état, entre chaque école, justement. C'est pas évident au début. Hein. Non, en plus il y a des termes, il faut gérer les termes, etc. D'abord il faut comprendre les différents termes, etc. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc ça c'était juste, on a commencé par le non-soi. Hein. Donc dans le non-soi on a les existants, c'est ce qui nous intéresse en fait. Les existants sont divisés. Comment on définit un existant? Qui est connaissable. Oui, c'est ça? Ou un objet. Oui. Non. Il y a une définition de l'objet. Dans les existants, on a des synonymes d'existants. Si vous ne regardez pas vos notes, c'est encore mieux. Moi, je peux les regarder par contre. Synonymes des existants, vous vous en rappelez? Étape de base établie, tout à fait. Mais objet aussi. Objet d'une conscience, non, il faut rien avec Il y avait les deux, objet et objet de conscience. Objet. Oui, c'est un objet, oui. Objet de conscience. Défini aussi. Défini par ses caractéristiques. Oui, d'abord on cherche les synonymes. Ah oui. Je vais vous dire. Je pense qu'on les a tous là. Base établie, connaissable ou objet de connaissance. Ouais. Existant et phénomène. Donc définition qui est connaissable, c'est ça? Qui est un objet de conscience. Connaissable. Existant, observé par une cognition valide. Vous vous rappelez, ils ont à peu près tous, à part phénomène, ils ont à peu près tous le même sens dans leur définition. Observé par une cognition valide, établi par une cognition valide, ça c'est les bases établies, on n'utilise jamais ce terme entre nous d'ailleurs. Connaissable, objet de connaissance approprié pour être l'objet d'une conscience, oui. Et un objet connu par une conscience. Donc dans tous ces cas-là, c'est un objet qui existe en relation à une cognition et en général, cette cognition sera valide. D'accord? Donc on voit déjà directement la connexion entre l'objet et la conscience. Ça veut dire s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de conscience sans objet, il n'y a pas d'objet sans conscience, en gros, dans notre monde, dans notre langage à nous. Ouais. Et le phénomène, ce qui détient sa propre entité, là c'est un petit peu une définition un petit peu différente. Après, on les a divisés. Permanent, on n'avait pas de division. Définition de permanent. Ce qui ne change pas de moment en moment. Non momentané. Non momentané, change pas de moment à un. Et donc il n'est pas créé, il ne se désintègre pas exactement. Les exemples? L'espace. L'espace, que l'on composait. La vacuité. La vacuité, principalement. Ouais. Et tout ce qu'on pourrait appeler, nous, des concepts qui incluent permanent, impermanent. Vous vous rappelez, quand une catégorie inclut des éléments permanents et impermanents, cette catégorie devient permanente. Oui. On a les définitions, on a définition, définiendum, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'image mentale, etc. Voilà, un petit peu de tout. Ouais. Phénomène, c'est permanent. Base établie, c'est permanent. Pourquoi? Parce que dans le phénomène, on a les impermanents et les permanents, donc la catégorie phénomène devient permanente aussi. D'accord? Et ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est les impermanents, parce que c'est ce qu'on perçoit en général. Ouais. Et donc les impermanents, une définition facile. Mais ce qui change, change moment à moment. Momentané. Phénomène produit. Phénomène? Phénomène produit. C'est vrai que pour permanent, il faut rajouter phénomène à notre définition. C'est ça. Parce que non momentané, on a aussi les non existants qui sont non momentanés, mais ce ne sont pas des phénomènes. Donc c'est important quand on veut définir un phénomène permanent, ajouter phénomène non momentané, d'accord? Alors que dans les impermanents, on n'a pas besoin. Parce que ce qui change moment à moment, ce qui est créé sur la base de causes et conditions, ce ne sera pas un non existant n'existe pas de cette façon. Donc on n'a pas besoin d'ajouter phénomène à la définition.
Après, on avait des synonymes d'impermanent. Functioning thing, comment ça dit là Chose fonctionnelle. Chose fonctionnelle. Et c'est ce qu'on va appeler chose dans notre jargon. Quand on parlera d'une chose, on parle d'un impermanent, d'accord? Ngepo en tibétain, c'est pour aller proche du tibétain, on va l'appeler chose. Objet, ça serait quelque chose qui peut être permanent ou impermanent. Chose, c'est quelque chose qui est impermanent, dans notre jargon. Alors qu'en général, c'est facile, chose, objet, interchangeable. Hein? Donc dans notre jargon, on se met d'accord là-dessus. Un objet, permanent, impermanent, le tout. Chose, c'est équivalent, c'est synonyme avec impermanent. Chose, impermanent. Cause. Cause. Effet. Effet. Marc. La torma. Sortez la torma. Ouh. Produit. Oui. Ah bah ouais. Ouais, quand même, c'est important. Donc ces synonymes, est-ce qu'il y en a d'autres? Dans ces synonymes, on voit les différents aspects d'un phénomène impermanent, d'une chose impermanente. Donc c'est créé par des causes et des conditions. D'accord? Donc c'est un résultat de cause et condition, mais c'est aussi une cause qui va créer son propre résultat. D'accord? C'est pour ça que cause et résultat en général sont inclus dans cette catégorie. On ne parle pas de la cause de la table, on parle de cause en général. Hein. Après, donc, c'est créé par des causes et conditions. Donc, ça existe en dépendance de causes et conditions. Et en dépendance de cet amalgame, de ce regroupement de différentes causes et conditions, oui. Avoir juste une cause, la cause substantielle, c'est pas suffisant, on est d'accord. Ensuite, ça change moment à moment. Qu'est-ce qu'on avait vu avec ça? Qui se désintègre. Qui se désintègre. Donc, c'est un mouvement constant. Donc, il n'y a rien qui soit solide et statique. Tout change moment à moment. Il y a tellement de façons d'aller vers la vacuité, vers l'interdépendance. Vous voyez, tout ce qu'on a mentionné depuis ce matin, ça nous amène dans cette direction aussi. Hein. Donc, si vraiment on se rendait compte de cette impermanence subtile des phénomènes, mais les phénomènes, c'est surtout de soi-même aussi, il n'y aurait pas autant d'attachement, en fait, non plus. Hein. Mais là, peut-être que ça donnerait peut-être le tournis un peu aussi. Donc voilà, impermanent, qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dessus? Des exemples d'impermanents. Voilà, d'accord. Qui ça? Tu vois? La table. Non, la table est pliée là. Mais tout ce qu'on perçoit avec nos sens, Tout à fait. Ouais. c'est Impermanent. Le plus important, la personne et le soi, je. Le je. Et quel est le point important sur l'impermanence aussi à considérer? le jeu, oui, mais en même temps, c'est un non-existant. Ça dépend quel jeu. Ouais. Le jeu qui existe conventionnellement. Parce Ouais. qu'on ne nie pas tout jeu. Ouais. Donc le jeu, il y a un jeu qui n'est pas complètement nié, le jeu qui existe conventionnellement, qui n'existe pas véritablement utilement, mais il existe conventionnellement. Donc ce jeu est aussi impermanent. C'est-à-dire qu'il change moment à moment, en dépendant des agrégats. L'esprit, quand on médite, on s'en rend compte de l'esprit impermanent, qui change moment à moment. Quand on voit comme on passe d'une pensée à l'autre, d'une sensation, etc., c'est flagrant. C'est là qu'on a du mal à identifier la nature conventionnelle de l'esprit. Parce qu'il y a toutes ces fluctuations constantes. Et impermanence, ça a été le premier enseignement du Bouddha. Ça a été aussi son dernier enseignement. Et si on y pense, c'est intéressant quand même, parce que le Bouddha, il n'a pas commencé par la vacuité. Il a commencé par l'impermanence. Il peut commencer par la vérité de la souffrance. C'est pas Et quel est le premier? Parce qu'il y a 16 facteurs, vous en avez entendu parler, 16 facteurs des 4 nobles vérités. Quel est le premier facteur? Au premier aspect, 16 aspects, je ne sais pas comment Tous on les appelle phénomènes ça. composés sont impermanents, non soi de la nature de la souffrance. Oui, impermanent. Donc c'était le premier enseignement impermanent dans le cadre de la vérité de la souffrance, les 4 aspects de la vérité de la souffrance, impermanent, la souffrance par nature, de la nature de la souffrance, il faudrait être plus précis. Vide et non-soi. Vide, c'est pas la vacuité, c'est vide et non-soi. Vide et non-soi se réfère à l'absence d'une personne, les deux genres de personnes qu'on a décrits au début.
la personne permanente, unitaire, indépendante. Ça correspond à ce troisième aspect de la vérité, de la souffrance. Et le quatrième du non-soi, ça correspond au non-soi de la personne qui existe d'une façon substantielle, autonome. Okay? Donc le premier enseignement, c'était l'impermanence. Pour qu'on se rende compte. Pour qu'on se rende compte de notre réalité, on s'accroche, on n'arrête pas. On est en constant mouvement. On est en mouvement constant, on n'arrête pas. Boum, boum, l'esprit, il est en mouvement constant. Il change de moment en moment, ça c'est un fait. Mais on agit d'un moment à l'autre. On saute d'une source de plaisir à une autre source de plaisir. On passe notre temps à chercher plaisir après plaisir après plaisir, dans le sensoriel en général. Non? Dans le sensoriel, dans tout ce qui est Dans les objets. plus lourd, oui. Quand on regarde au quotidien, on mange pour couper la faim. En général, en plus, ce qu'on appelle le plaisir, c'est souvent arrêter une insatisfaction ou une souffrance. Donc on mange, on dort, tout ce qu'on fait, boum, 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 constamment. Donc il y a cette notion d'impermanence aussi qui est essentielle pour nous. Tant qu'on ne comprend pas, on n'intègre pas l'impermanence à notre quotidien, on est loin d'aller jusqu'à la vacuité. Si on va directement à la vacuité, on va tomber dans des théories métaphysiques, tout ce qu'on veut, quoi. Mais dans notre quotidien, l'impermanence est essentielle à gérer. Et bien sûr, le lamrim, quand on parle d'impermanence, quel est le but de méditer à l'impermanence dans le lamrim? C'est réaliser la vacuité. Non, ça vient avant. Ça vient dans le niveau des débutants C'est du pour, lamrim. C'est pour diminuer les attachements, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y a Développer la précieuse renaissance humaine, Oui. dire que cette vie elle a un terme et il faut en plus. Ah, ok, ouais. se motiver à pratiquer le dharma. Parce que ce qu'ils appellent méditation d'impermanence, c'est impermanence et mort. Donc dans ce cas-là, c'est l'impermanence grossière pour commencer. Je veux dire, je dois être conscience que je vais mourir au prochain instant, donc il faut que je profite de maintenant. Donc il y a une urgence. Ouais. Et ça vient après la renaissance, la précieuse renaissance, on est d'accord. La précieuse renaissance, ça nous inspire, ça nous stimule quand même. Non, c'est une bonne nouvelle quand même. Et à partir de là, après vient la mauvaise nouvelle, impermanence, mort, boum. Oh là là, il faut que je me dépêche. Ouais. Mais une chance qu'on croit à la renaissance encore, ça allège un peu. Donc c'est ça, l'impermanence, on le voit, c'est partout. L'impermanence grossière et aussi l'impermanence subtile. Ouais. Qui fait qu'à un moment donné, on se dit, ok, je vais arrêter cette course frénétique après les plaisirs sensoriels systématiques, etc. Et puis, tout ce à quoi on s'en remet on cherche un bonheur permanent, mais toutes nos sources de bonheur sont impermanentes, donc ça ne colle pas. Ouais. Le bonheur stable qu'on aimerait avoir, il ne peut pas coller, fondé sur des relations avec des objets impermanents. Parce qu'à un moment, ça va cesser, de toute façon, les conditions vont cesser. Voilà, c'est comme ça. Il y a tellement de facteurs de conclusion qu'on peut obtenir en réflexionnant sur l'impermanence. À notre niveau, c'est fascinant. On va y revenir plus souvent. Tous les En jours. permanence. Allez, je vous lance un challenge. Parce qu'on se revoit dans 2 semaines, c'est ça? Pendant 2 semaines, On se revoit demain. Ah oui, sûr. Quoi, je Petit suis décalage. Elle me dit, on se revoit dans 2 semaines. Je dis non, on se revoit déjà demain. Tu voulais pas venir demain, Cathy ou quoi? Je pensais dormir. Ouais, Ah, c'est ouais. pas prévu, ouais. C'est une façon de nous dire que Le changement d'heure, c'est juste pour Voilà. 1 heure. Ah, si. Un jour. Ça va une semaine. On s'en pas lundi. Ok, challenge pour dans 2 semaines. Même si on se voit demain. Allez. On s'entraîne. Demain, on s'en reparle et puis on se fait le challenge pour 2 semaines. Chaque fois que vous vous brossez les dents, méditez sur l'impermanence. Réflexionnez sur l'impact de l'impermanence sur votre Je risque quotidien. de ne pas me brosser les dents. sur une mauvaise haleine. Dans 2 semaines, tu vas faire. On va tous arriver. Voilà. Avec un masque. On mettra une brosse à dents à l'entrée. puis c'est pour chacun. Une belle de Allez. bouche à l'entrée, tout ça. Petit challenge. D'accord. Donc, impermanent, on est bon avec Je ça. prends un temps infini pour me brosser les dents. Ah, ben c'est bien, t'auras le temps sans ça, l'impermanence. Et combien de fois par jour? Combien de fois par jour vous le faites? 1, 2 ou 3? Comme vous voulez. Allez, impermanent. Division des impermanents. Et il y a autre chose? Non. Chose, impermanent, tout ça, on va bien. Division. Ah, c'est super important cette division. J'ai sous les yeux, donc forme, conscience et composé non associé. D'accord. Mais non, je l'ai sous les yeux, j'ai aucun. Ah bon, d'accord. Et ce sont des divisions exclusives, on est bien d'accord. Il n'y a rien qui soit les deux en même temps. D'accord? Donc c'est vraiment ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ou c'est forme. Définition de la forme. J'ai la première Ce qui est approprié définition, pour être une toujours forme. approprié. Ouais, c'est ça. Approprié comme une forme, d'accord. Ça, c'est
que c'est le premier sujet qu'on a fait, vous vous rappelez, c'est le premier chapitre pour les moines. Pourquoi? Parce que c'est le monde des sens sensoriels, donc c'est plus facile à comprendre directement, facilement. Donc la deuxième division, c'est les consciences. C'est là où on plonge maintenant dans cette deuxième division. Et la troisième, les facteurs non associés. Facteurs non associés, des exemples? Tout ce qui est uniforme du conscience. Exemple. Une personne. Une personne, Ouais, c'est le plus La important. liberté, le temps. C'est le plus important, oui, il y en a d'autres, mais le plus important, c'est la personne, en fait. Parce que c'est dans notre recherche, le plus important, c'est le monde interne. On est d'accord, on plonge dans notre monde interne. Donc, il y a la personne, il y a la conscience et les objets de cette conscience. C'est dans ce cadre-là qu'on est ici en train d'étudier. Donc, tout va bien. Les formes, on les a déjà vues. Forme externe et forme interne. Les formes internes, on l'a mentionné ce matin, très important pour nos études ici. C'est les facteurs sensoriels ou mentaux, facteurs facultés sensorielles. Faculté, c'est ça. Oui, ou sensorielles ou mentales. Parce que c'est ce qui fait le lien entre un objet extérieur, par exemple, et la conscience. Donc c'est important de les considérer, c'est quand même des formes. Mais c'est des formes, ils disent, c'est des formes internes claires. C'est-à-dire qu'elles sont plus subtiles que les formes externes, en gros. C'est un entre-deux. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les formes externes, c'est tout ce qu'on veut. Les formes visibles, visuelles, auditives, tactiles et gustatives, les saveurs. D'accord. Nombre de temps. Donc, jusque-là, ça va bien? Et bien voilà, alors maintenant, on va faire un petit débat. Allez. En petit groupe pour un petit débat. Petit débat. Vous avez votre feuille d'exercice. Celle-là, on va faire le premier exercice, si vous voulez. Exercice 1. Quelle est la relation? Pour commencer. Quelle est la relation entre, c'est ça? Oui, couleur primaire, couleur d'une tanka, etc. Donc vous mettez en groupe, parce qu'on vient 3 et 3, c'est bien, non, comme groupe? C'est plus facile. Quand tu dis révision, c'est le point de 4.1, c'est ça? Oui, mais là, on compte sur les copies l'exercice d'aujourd'hui. C'est celle-là. Il y en a deux. Ah oui, pardon. Folie Exercice 2025, révision, d'accord. exercice de révision 2024. Ok. C'est couleur primaire, couleur d'une tanka. Exactement. Commencez par ça. Donc par 3. Bah, on se met tous les trois. Allez. Celui-là, il y a deux fois. Alors, Couleur primaire et couleur quelle est la relation Il ne faut pas le faire, mais on n'est pas là du tout pour ça. Mais... Alors, couleur primaire et couleur d'une tanka. 4. 4 possibilités. Vous êtes tous d'accord? Trop Ouais. facile. Couleur primaire et le cheval blanc. Exclusif. Contradictoire, ouais. Ouais, contre Ouais, le voilà, sol. oui, Exclusif, oui. Objet d'une conscience gustative et le miel. 3. Ça va, ça roule. Ce qui a un contour, ce qui est un objet du conscience sensoriel. 3. En fait, vous savez comment lire ça? Chacun, en fait, est la définition d'un mot. Ce qui a un contour, Oui, c'est une forme. définition de contour. Mm. Non? Quelle était la définition de contour? Ce qui a un contour? Oui. Approprié pour être indiqué comme un contour. Oui. Donc on parle d'un contour. Un contour, c'est une forme. Ça fait partie Forme des formes visuelle. visuelles C'est pour ça, être plus oui. spécifique, d'accord? Donc on parle d'une forme visuelle qui est un contour, le côté. Et ce qui est un objet d'une conscience sensorielle, objet d'une conscience sensorielle, donc trois possibilités. Ouais. Et ça, souvent, lisez ça comme étant la définition d'un mot en particulier. À partir de là, vous aurez des catégories très claires. Personne et être humain. 3. Ce qui est chaud et brûlant est une bouillotte. Contradictoire. Une bouillotte ne peut pas être chaude et brûlante. Non, mais La chaud et brûlante est une définition de feu. C'est la définition de feu. Une bouillotte ne peut pas être le feu. Donc une bouillotte n'est pas le feu, mais ça veut dire qu'une bouillotte ne peut pas être chaude et brûlante. Oui, c'est ça. Si, elle le peut. Elle le peut. Alors, Elle le peut dans ces cas-là, bah, c'est trop. Ah, mais chaud et brûlant, c'est le définiendum de. Le feu. On a la Donc- définition du définiendum feu.
Et bouillotte, il n'y a pas. Et bouillotte, c'est pas le feu. C'est ni la définition ni le définiendum. Il y en a, c'est une définition, là, c'est des qualités. Quand on Oui. parle des qualités. Non, tout à fait. Quand on parle en termes précis, ils sont contradictoires. Ouais. Mais quand on parle de généralité, Alors, on c'est peut clair, dire ouais. que dans la bouillotte d'eau chaude, quand on l'utilise là, pour la mettre dans le Ouais, lit, voilà. sa caractéristique principale, c'est l'élément du feu. qui Ah, brûle. Alors, ce serait 4. Donc en général, on pourrait dire oui, 4 possibilités. Oui. Mais en termes précis, parce que nous, en général, dans le débat, ce qu'on cherche, c'est d'abord l'entité de chaque élément. Dans ce cas-là, c'est 2 entités différentes, donc elles sont contradictoires. Couleur et forme visuelle, trop facile. 3. Compassion et existe dans l'esprit d'un Bouddha, pas trop facile. 4. 3. 3, d'accord. Pour vous, comment vous expliquez le 3 ? Vous inquiétez pas, on Parce va que passer la à compassion n'est pas forcément un Bouddha. Parce qu'un D'accord. bodhisattva, la compassion. Là, on est d'accord des deux côtés. Ouais, la compassion n'est pas forcément ce qui existe dans l'esprit d'un Bouddha. Pourquoi ? Les bodhisattvas. Ah, bodhisattva. Parce que ça existe dans ouais. d'autres esprits, dans l'esprit des bodhisattvas, on est d'accord. Maintenant, Par contre, ce qui existe dans l'esprit d'un Bouddha est forcément, compassion. Dedans, il y a forcément compassion. contient forcément la compassion. Ouais, mais là, on ne parle pas de contient. Oui, mais si, il existe. Et compassion. Elle existe dans l'esprit. Mais qu'est-ce qui existe Est dans infusée l'esprit d'un dans- Bouddha ? Qu'est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui existe dans l'esprit Une d'un Bouddha ? cessation, la cessation, La cessation, la vacuité. la réalisation de la vacuité. Ouais, ouais. Ouais, la réalisation de la permanence. vacuité, ce n'est pas la compassion. Oui, Mm. et ça existe dans La l'esprit permanence d'un de l'esprit Bouddha. du Bouddha, c'est Mhm. dans l'esprit du Bouddha. Donc, strictement parlant, une fois dans le cadre du débat, on peut dire que c'est 4 possibilités. Mais en général, dans l'abstrait, quand on pense à la notion d'un Bouddha, un Bouddha a toujours la compassion. Donc la compassion est dans l'esprit du Bouddha, dans le sens elle est omniprésente dans l'esprit du Bouddha. Donc ça c'est sûr que la compassion existe dans l'esprit du Bouddha. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, d'autres consciences dans l'esprit du Bouddha qui ne sont pas en tant que telle compassion. C'est dans ce sens-là qu'on dirait 4 possibilités. Ouais. Mais c'est juste, vous voyez, c'est juste une histoire de mots, hein, de définir et de mettre des Parce limitations. qu'il y a quoi. autre C'est chose tout que à la fait compassion relatif. qui existe dans l'esprit d'un Bouddha. Dans l'esprit d'un Bouddha. Mais c'est vrai que la compassion est omniprésente dans l'esprit de Bouddha, donc elle existe constamment dans l'esprit du Bouddha, tout comme ses autres qualités. Ouais, mais c'est ça. C'est comme tout le reste. Ouais. Donc tout est relatif en fait. Allez, on Pas que. continue. 4. Forme et carré sans le E à la fin. Il y a une erreur d'orthographe. 3 possibilités. La possibilité. Facile, on n'a pas besoin de discuter là-dessus, on est d'accord. Produit est ce qui est connu par une conscience. 3 possibilités. Alors pour comprendre ça, quel est le définiendum de ce qui est connu par la conscience ? Un existant. Voilà. Existant. Donc on est en train de comparer produit et existant. Quand on le dit de cette façon-là, c'est plus facile à comprendre. Produit et existant, donc vous avez dit 3 possibilités. On est d'accord ? Ouais. C'est une autre façon de se rappeler, rappelez-vous, de lire ces facteurs du débat. Ouais. Des fois, c'est juste la définition, mais si vous rapportez le définiendum, ce sera plus facile à comprendre. Produit impermanent, trop facile. Équivalent. Équivalent. D'accord. Impermanent existant. 3 possibilités. Conscience visuelle et conscience, mais non, vous n'allez pas la faire celle-là. Conscience et matière. Exclusif. D'accord. Contradictoire. Alors, renoncement et bodhicitta. Ah, Ah, 3 possibilités. Où tu vas? Moi je dirais 3. Enfin, après, Est-ce que ça pourrait. exclusif. Exclusif. Mutually exclusif, Contradictoire. donc contradictoire. Est-ce qu'il y a une base commune entre renoncement et bodhicitta? Oui, un bodhisattva sur le chemin d'accumulation, il a à la fois la bodhicitta spontanée et le renoncement spontané. Il a les deux. Il a les deux. Ouais. Ouais. Oui, si on parle des deux. Si on parle en Il a les termes, deux, mais Mais c'est pas ça, les c'est deux, pareil. ouais. si en on, tant que personne. on parle en termes d'entité, c'est deux choses différentes. Oui. Et encore, c'est là où ça devient plus compliqué, elles ne sont pas complètement différentes. Parce qu'on dit que par exemple le renoncement c'est la compassion pour soi-même, la grande compassion pour soi-même. Ouais. Donc la grande compassion pour soi-même elle est inclue en quelque part dans la bodhicitta. Donc en termes de pratique, en fait le renoncement est inclus dans la bodhicitta, si on y pense en quelque part.
Donc on pense que la bodhicitta, la causa bodhicitta, théoriquement parlant, c'est la grande compassion. La grande compassion commence par soi-même. Si on n'a pas la grande compassion pour soi-même, on ne l'aura pas pour autrui. Et le renoncement est défini comme la grande compassion pour soi-même. Le désir de se libérer de la souffrance. Pour soi-même. C'est ça. Le désir de se libérer soi-même de la souffrance, c'est ce qu'on appelle le renoncement. Et c'est la grande compassion pour soi-même. Alors que la grande compassion envers autrui, c'est dire pas seulement moi, mais pour libérer à tous les êtres de la souffrance. Donc la notion de renoncement, quand on y pense, c'est grande compassion pour soi-même, dont c'est inclus dans le développement et dans la bodhicitta en fait. La bodhicitta, c'est pas dire je souhaite que tous les êtres soient libres de la souffrance, mais pas moi. Ouais, je suis inclus dedans. Ouais. Et le renoncement est aussi une étape essentielle pour commencer. Si on n'a pas de renoncement, on n'a pas de grande compassion non plus. Si on ne veut pas se libérer à soi-même, comment veut-on essayer de libérer les autres? C'est comme l'exemple de celui qui se noie et qui veut sauver les autres noyés. Donc sinon, on ne peut pas sauver les autres noyés. Il faut d'abord se sauver à soi, non? C'est l'histoire des secouristes, non? Où d'abord tu te sauves toi-même avant de sauver autrui. Oui. Donc en quelque part, en termes de pratique, elles sont vraiment combinées l'une à l'autre. Bon, ça serait plus du 3 possibilités dans ce cas-là. Le renoncement est inclus dans la bodhicitta en quelque part, dans notre mode de pensée. Et bodhicitta, c'est plus que ça, c'est pas que pour soi-même, c'est pour le bien d'autrui. D'accord? Maintenant, si on est en train de parler en termes de débat, c'est 2 choses différentes. Ouais. Elles ont 2 définitions différentes. Il n'y a pas de base commune dans les 2 définitions. Non, c'est 2 esprits, ils ont l'entité commune, c'est 2 consciences, donc c'est l'ont en commun. Elles sont spontanées, naturelles, toutes les 2. Après, le renoncement, quelle est sa définition dans nos mots à nous? C'est se retourner des 8 dharmas. C'est encore plus général. Libérer, être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Se libérer du samsara, notre cycle de souffrance. Ouais. Se libérer soi-même du cycle de la souffrance. Ouais, c'est ce désir-là en particulier. Donc ça, c'est la définition du renoncement. Et le vrai renoncement, c'est quand c'est spontané. Nous, on l'élabore, à un moment donné, ça devient spontané. Et qu'est-ce qui se passe quand on a le renoncement spontané? On rentre sur la voie. La voie de l'accumulation. Ouais. Et maintenant, la bodhicitta, donc la définition, vous vous rappelez la définition de la bodhicitta? Elle est double, hein, c'était il y a 2 et aspects. pour soi et pour autrui. Mais dans la définition en tant que telle, la bodhicitta, il y a 2 aspects. Atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est ça, donc il y a 2 intentions. Ouais. Et c'est quand même, c'est une conscience primaire en plus. Donc c'est une conscience comme la conscience du renoncement. Et c'est désirer libérer tous les êtres du renoncement. C'est là qu'on peut inclure tous les êtres de samsara. C'est là qu'on inclut le renoncement dans cet aspect-là. Et dans l'autre aspect, c'est désirer obtenir l'éveil pour faire cela. Voilà. Donc, techniquement parlant, c'est 2 définitions différentes, donc elles devraient être sans point commun. Mais quand on en parle en termes de son sens en tant que tel et de pratique, donc on peut dire qu'il y a une relation définie, un genre de 3 possibilités entre les 2. Ouais. Donc c'est relatif. C'est bien comme ça quand c'est relatif. Allez, 3 ou 4. 3 ou rien. Ou différent. Bouddha Bodhisattva, c'est quoi votre problème? C'est bon, on ne se rappelle pas la réponse qu'on avait donnée l'année dernière. Alors, en termes de débat... Est-ce qu'un Bouddha est encore un Bodhisattva? Un Bodhisattva n'est pas nécessairement un Bouddha. Donc déjà, cette partie-là, on l'a. Bodhisattva, pas Bouddha, on est d'accord. On peut trouver quelque chose, quelqu'un qui ne soit ni Bouddha ni Bodhisattva. On peut trouver aussi. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui soit les 2? Et voilà. Donc c'est vraiment, c'est à nous de définir les termes. Quand on parle de Bouddha, des fois dans les prières on dit l'Arhat, le destructeur de l'ennemi, donc en fait on dit que le Bouddha il a toutes les qualités. Est-ce qu'il a parcouru tous les chemins, donc il est à la fois Arhat, destructeur de l'ennemi, donc il est aussi nécessairement Bodhisattva et Bouddha. Parce qu'en fait, de par ses qualités, il inclut tous les aspects du chemin. Oui. Donc ça veut dire que... Mais pas que... Alors, il ne peut pas avoir le souhait d'atteindre l'éveil puisqu'il a atteint le but, mais... Oui, Bodhisattva, dans la signification du mot, c'est quand même celui qui est sur le chemin pour devenir Bouddha. Donc Bodhisattva, il n'y aura pas de Bouddha dans la catégorie Bodhisattva, mais est-ce qu'un Bouddha est un Bodhisattva? Donc dans ce cas-là, il est plus sur le chemin parce qu'il est déjà n'est plus Bodhisattva.
Parce qu'il n'est plus Pour moi, il n'est plus. Mais il est, quoi. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que c'est. Oui, voilà. Est-ce qu'il Ça dépend comment on est-ce qu'il est définit au-delà Bodhisattva pour commencer. Hein. Bodhisattva, c'est celui qui a la bodhicitta, non? La personne qui a la bodhicitta dans son continuum mental, si on veut le formuler d'une certaine façon. Donc la question, est-ce que le Bouddha a la bodhicitta ou non? C'est la question de base. Ouais, pour voir si un Bouddha est un bodhisattva. Est-ce que le Bouddha a la bodhicitta? Bah oui, non, parce qu'on a dit que ça avait Bah, deux aspects non, tout à parce l'heure. que On a dit que c'est le souhait d'atteindre Il y a- l'état de voilà. Bouddha. Mais il a plus ce souhait puisqu'il l'est. Donc c'est là où. Ah, Et voilà. mais oui. Et oui. C'est Et ça correspond où tu disais Bodhisattva, c'est celui qui est en chemin vers cet objectif-là. Alors, en fait, il y a deux, même dans les monastères, il y a deux points de vue différents. Il y en a qui disent que le Bouddha n'a pas la bodhicitta, et d'autres qui disent qu'il l'a. Dans ce sens-là, il y en a qui disent, oui, un Bouddha a de toute façon la bodhicitta parce qu'il a toujours cette notion du besoin d'obtenir l'éveil pour le bien des êtres. Donc, dans ce cas-là, ils disent que oui, le Bouddha a la bodhicitta. D'autres qui disent non, la bodhicitta, c'est le désir d'obtenir l'éveil soi-même. Pour ça. Donc, il y a une discussion là-dessus, même entre les érudits tibétains, il y a une discussion entre les deux. Alors si on dit qu'il est au-delà de la bodhicitta, c'est contradictoire dans ce cas-là. Oui, ça dépend laquelle des deux positions on prend. Ouais, soit C'est au choix. Si c'est pas contradictoire, c'est pas possibilité. Soit vous choisissez exactement, vous choisissez Seragé ou Jepong Losselin par exemple, et puis voilà. Oui, donc ça serait 3 possibilités ou éventuellement ou 4 possibilités. Mais là, dans ce que tu viens de dire, ça voudrait. Enfin, j'ai l'impression que du coup, on pourrait perdre l'esprit d'éveil. Non, parce que si Non, la on. volonté. Si tu Ouais, l'as, c'est tu le as désir. plus besoin d'avoir. Oui, T'as mais à un raison. moment donné, ce qu'elle disait, c'est que la bodhicitta, c'est donc la volonté, mais que souhait. donc le souhait d'atteindre l'éveil. Mais du coup, un Bouddha a toujours ce souhait d'atteindre l'éveil. C'est ceux qui disent que bodhicitta voilà. est encore là, c'est cette généralité, l'idée, le concept, le désir, le besoin d'obtenir l'éveil pour le bien des êtres. Ce concept, il est toujours présent. Mais c'est vrai que personnellement, ils n'ont plus ce désir essentiel puisqu'ils ont déjà obtenu le résultat. Donc c'est là qu'on joue un petit peu avec les noms. Aussi ils disent parce que de toute façon, un Bouddha bénéficie à tous les êtres. Et ça, c'est la condition principale de la bodhicitta. C'est pour le bien de tous les êtres. Donc c'est l'élément principal. Donc c'est un Bouddha définitivement à ça aussi. Mais c'est ça, cette notion de le désir ou le souhait d'obtenir l'éveil pour cela, c'est là où vient la question. Et ce souhait, la notion générale du souhait d'obtenir l'éveil est toujours là, disent certains. Donc le Bouddha a la bodhicitta, donc c'est un bodhisattva quelque part. Un suprême bodhisattva, vous pourrez dire. D'autres qui disent non, bodhicitta, c'est comme tu disais sur la voie, quand on a vraiment je dois obtenir l'éveil pour cela. Donc dans ce cas-là, le Bouddha n'a pas cet aspect-là. C'est pour ça que c'est discutable suivant comment on formule les mots. En plus, comme l'état de Bouddha, c'est l'état suprême où tu as accompli toutes les qualités du chemin. Donc ça veut dire que tu as développé le renoncement, tu as obtenu la libération pour toi-même. Du coup, ça inclut tout. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que ça inclut aussi la bodhicitta. Oui, et à l'état Et suprême. Ça veut dire que tous ces désirs, ils ont été accomplis, mais la notion est encore là. On ne peut pas dire qu'un Bouddha n'a pas le renoncement, quoi. Ça fait bizarre. Alors que c'est la même logique, non? Oui, c'est le ça. désir de se libérer du samsara, il est libéré du samsara. Et cette notion du besoin de se libérer du samsara, elle est toujours là. Donc voilà. D'accord? Donc on a fini avec ça. On verra. Pour impermanent et existant, Dipsyque a trouvé 3 possibilités. Mais oui, nous aussi, ça tombe Ouais. bien, hein, on est d'accord. C'est marrant, mais je trouve ça épatant qu'il arrive à décomposer les trucs. Ouais. Ils ont fait rentrer toutes les Et données. C'est gratos Dipsyque ou pas, Christophe? Le première Oui. catégorie de l'évite. Je l'ai Ouais. téléchargé. Il y a un truc, Moi, je vais il y a des télécharger, trucs mais payants je sais pas, c'est ou bon. pas? Oui, tu peux. Non, là, il m'a jamais proposé du payant. D'accord. Ok. Donc dans notre monde des phénomènes, on se concentre sur la conscience. Et on va interdire Dipsyque pendant les classes, je pense. Oui. À l'exception de ce matin. Voilà. Sauf quand on nous le demande. Alors on revient à notre esprit. Ouais. Messieurs, on revient à notre Ouais, esprit. comme de lapin. Lâchez Dipsyque pour venir à notre Il esprit. connaît même le compte de lapin. Oui, comme de la fin. On prend cette feuille-là. Ah, mais ça, c'est des Chinois. Non, pour ça c'est en la fait, ils sont déjà un Vous peu, avez rien là. On va sortir des tableaux. Ah, les tableaux. Ouais. Allez. Les premiers tableaux. Tableaux. Ils sont où les tableaux? Tu les as? Les tableaux.
Donc maintenant, on rentre dans la théorie, dans le cadre de l'Auric, de ces études de l'Auric en termes de l'esprit. On a une vision générale de l'esprit, on a fait l'expérience de notre esprit. Donc on passe à l'étape suivante. Okay. On va commencer par le premier tableau qui dit objet et possesseur d'objet. On l'a là? Oui. Donc dans notre monde des phénomènes, une façon de diviser des phénomènes en deux, au lieu de les diviser en impermanent et permanent, on peut les diviser entre objets et ce qu'on appelle les possesseurs d'objets. Et on l'a vu, objet est synonyme de... chose. Non. Justement, oui, oui. Justement, il faut faire des choses. Oui. Existant, phénomène. Existant. Donc un objet, tout ce qui existe est un objet. Et pourquoi? Parce que c'est un objet de conscience. La définition d'un existant, c'est l'objet d'une conscience, connu par une conscience, etc. Conscience valide, tout ça. Donc un objet, c'est tout ce qui existe, c'est un objet. D'accord? Ce qui est connu par une connaissance, c'est une des définitions qui pourrait s'appliquer à phénomène, pas à phénomène, à existant, base établie, tout ça. Et ensuite, un possesseur d'objet. Une chose qui possède son objet respectif. On parle de personne, de connaissance ou de son expressif. D'accord? Une personne qui possède son objet. Mais c'est vraiment c'est de l'abstrait là. En tout cas, la personne, on a la définition, un être imputé en dépendance de l'un de ces 5 agrégats, le soi, je, personne, etc. On est d'accord, ça on l'a vu. Connaissance, c'est ce qu'on va explorer maintenant. Une cognition, ce qui est clair et connaissant. Les synonymes, connaissance, cognition, conscience et esprit aussi. Et le troisième, on n'y touchera pas, c'est les sons expressifs. Un objet de l'audition qui cause la compréhension de son propre objet d'expression par la force de la nomenclature. Nom, phrase et lettres. Mais ça, on ne va pas toucher cette partie-là. Nous, on va, dans les possesseurs d'objets, on va aller vers la conscience. Et comme on va étudier les consciences, on va étudier les objets de ces consciences. Oui, d'où le facteur des objets est important. Pourquoi? Parce qu'on a vu, il n'y a pas de connaissance ou de conscience sans objet. Et il n'y a pas d'objet sans conscience. Donc il y a une relation directe. Mais aussi, il y a différentes sortes d'objets, comme on va le voir ici quand c'est divisé. Maintenant, on dit que quelles sont les conditions pour que, par exemple, votre conscience visuelle voit le tableau de Tara. Et ça, vous l'avez dans vos... si vous avez des notes, il y a 3 conditions qui sont posées. L'objet. L'objet de la conscience. Oui, l'objet. Dans ce cas-là, c'est une forme visuelle parce qu'on va parler d'une conscience visuelle. La faculté, toutes les réflexes non communes. La faculté et la conscience sensorielle. Le moment précédent, qui peut être n'importe quelle conscience. Le moment précédent, qui est ce qu'on appelle sa cause substantielle. Et c'est n'importe quel... Pour le conceptuel, non. Pour le conceptuel, tu n'as pas forcément un objet extérieur, tu n'as pas une forme visible, etc. Mais les 2 autres sont essentiels. On a toujours une faculté sensorielle antérieure, qui est une cause, et le moment présent de conscience. Et dans le cadre, par exemple, d'une vision, on a ces trois éléments-là. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, on étudie maintenant l'aspect objectal, la condition objectale. La condition tu peux répéter les 3 conditions, s'il te plaît, Cathy? Oui, et vous les avez, je vous les ai mis dans le synopsis des notes, quand je dis les divisions en 2 qui sont 5, les divisions en 7 qui sont 7, ça tombe bien, dans l'ordre et dans le désordre. Et après, il y avait une note, 3 conditions nécessaires. Conditions objectales, conditions... Pour les perceptions directes. Dans la feuille appelée l'Auric, connaissance et cognition. La première page, je nous a montré ce matin. C'est le numéro 3. L'Auric, connaissance et cognition. Ok, merci. C'est le... Voilà. Le uncommon empowering. Exactement. Condition dominante ou condition souveraine, c'est traduit de 2 façons en français, non commune. Et la condition immédiatement précédente. Donc un instant de conscience immédiatement précédent, c'est ça dont on parle. Tout à fait. Donc l'exemple, c'est si vous regardez la tasse, parce qu'elle est la tasse, elle n'est pas dans la tasse. Imaginez que vous regardez la tasse, le thermos. Il y a la tasse, la faculté visuelle, donc la faculté de l'œil, et la conscience précédente qui peut être n'importe quelle conscience, pas forcément visuelle. D'accord? C'est les 3 conditions pour qu'une conscience connaisse son objet, rencontre son objet, au moins pour les perceptions directes, les sensorielles, on va dire. Donc c'est le maximum.
Et le tableau en bas, ça sera un exercice qu'on fera plus tard quand on aura vu les différentes consciences. Merci. Et donc, c'est là aussi, on en parlait ce matin, quand on disait il y a la faculté sensorielle qui est entre les deux, qui fait le lien entre l'objet matériel, physique, et la conscience immatérielle. Ouais. Donc, c'est une condition essentielle. Dans une conception mentale, cette faculté, elle est nécessaire avec la mémoire. Elle est mentale. Oui. Est-ce que c'est forcément la mémoire? Je ne suis pas sûre. Ça peut être l'analyse. Mais par exemple, le tableau, moi, je m'en vais là, je repense au tableau. Je vais avoir une conception mentale, mais parce que je l'aurais vu, je pourrais avoir cette représentation. D'un objet que tu as déjà connu. Voilà. Mais maintenant, ferme les yeux et je te dis Ayagriva. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ah oui. Donc tu vas quand même avoir une réflexion sur ce son, sur cette généralité du son, mais sans que tu connaisses l'objet qui est relié à ce nom, par exemple. Maintenant, ça on va le voir avec les consciences conceptuelles. Okay. Ouais. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour le conceptuel, c'est pour ça qu'on utilise au début la vision, c'est plus facile à gérer. D'accord. Donc un objet, ce qui est connu par une conscience. Donc c'est pas l'objet extérieur en tant que tel, mais c'est l'objet connu par une conscience. Ensuite, objet apparaissant, objet conçu et objet d'engagement. Objet d'engagement, tu peux expliquer? J'ai tous les expliqué tant qu'à faire. Et encore, on va faire juste une brève introduction parce que ça va devenir plus clair quand on va parler des consciences après. Mais on a besoin de commencer par l'un des deux pour aller dans le deuxième. Puis une fois qu'on parlera des consciences conceptuelles ou non, après, la différence entre ces différents objets sera plus claire. D'accord? Donc ça va prendre 2 étapes. Mais d'abord, pour s'habituer à ces notions, l'objet apparaissant. On a d'abord actuellement, ce qui n'est pas mentionné ici, on a souvent ce qu'on appelle l'objet d'observation. Tout esprit a un objet d'observation, ça on l'entend souvent dans les enseignements en général. L'objet d'observation, c'est l'objet auquel s'intéresse la conscience, basique. Ouais. Ça c'est le plus général, en général. Ouais. Par exemple, si je vous dis on regarde la tanka, et bien, l'objet ça va être la tanka. Si je vous dis on médite sur la respiration, l'objet va être la respiration. L'objet d'observation en général, c'est assez général. Donc, là, on va rentrer plus en détail. Quel est l'objet qui apparaît? Donc, quel est l'objet dont la conscience prend l'aspect? Oui, cet objet qui apparaît. Et quel est l'objet d'engagement, l'objet qui est connu par cette conscience? Il y a une différence entre l'objet... D'ailleurs, en français, c'est quoi? Objet apparaissant ou objet apparent? Ce qui apparaît à la conscience. Apparaissant, c'est mieux quand même. Ouais. Parce que dans beaucoup de textes, ils utilisent objet apparent, mais c'est vrai que c'est plus rapide en traduction. Mais sachez que ça se réfère à l'objet qui apparaît à la conscience. Non, apparaissant, c'est mieux, c'est ce qui est. Oui, c'est ce que surtout au niveau mental. Avec la silhouette. Et oui. Apparence, c'est qu'il y a une apparence, donc ça peut être fou. Ouais. Apparaissant, c'est mieux quand même. Donc on va essayer de garder objet apparaissant. Maintenant, on va lire ces détails-là, puis après on va rentrer dans... Pardon. Non, objet apparaissant et ce qui apparaît à la conscience, tout simplement. C'est compliqué ce qui apparaît à la conscience. Maintenant, il y a des différents termes qui sont utilisés dans ces textes-là. Nous, pour simplifier, on va garder juste 2 termes, objet apparaissant et objet d'engagement. D'accord? Donc, dans la première note, ils disent l'objet apparaissant d'une conscience particulière et l'objet appréhendé de cette conscience sont synonymes. Donc, c'est un autre terme appréhendé, on oublie ça. Tout ce qui est une base établie est nécessairement un objet apparaissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on traduit cette phrase-là? Tout ce qui est une base établie est nécessairement un objet apparaissant. Tout phénomène, tout ce qui existe est un objet apparaissant. Tout ce qui existe, pourquoi? Parce qu'il existe, parce qu'il est connu par une conscience. Donc c'est un objet apparaissant à une conscience, tout ce qui existe. D'accord? D'accord. Ceci, puisque tout ce qui est une chose, ici, il faut rappeler chose, impermanent. Tout ce qui est impermanent est nécessairement l'objet apparaissant d'une perception directe. Tout ce qui est permanent est nécessairement l'objet apparaissant d'une conscience conceptuelle. Ici, on a un problème récurrent dans ces études-là. Et
c'est que ces études sont faites sous la perspective de la deuxième école philosophique qui sont les Sutantrika. Donc ils ont des affirmations qu'on ne retrouvera pas plus haut quand on va étudier Madhyamika, etc. Et ça, c'est une de leurs affirmations particulières, donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails là-dessus, mais ça semble un petit peu logique aussi. Une perception directe, on va dire si c'est une perception sensorielle, par exemple visuelle, une chose, impermanence comme une forme visuelle, va être connue par une conscience sensorielle. Ça va être ce qui apparaît à la conscience sensorielle. Après, quand on va passer à la conscience conceptuelle, ce n'est pas cette apparence qui va être perçue par la conscience conceptuelle, autre chose va lui apparaître. On va le voir quand on va rentrer dans le conceptuel, on va voir les détails là-dessus. Ouais. Donc, l'objet conçu, c'est un objet d'engagement pour une conscience conceptuelle, donc on va oublier ça. Objet conçu de la pensée. Pensée, c'est une façon de traduire ce qu'on appelle nous les consciences conceptuelles. Objet d'engagement de cette pensée, de cette conscience conceptuelle, objet du mode d'appréhension de la pensée sont synonymes. En gros, c'est un objet d'engagement, mais pour une conscience conceptuelle spécifiquement. Alors qu'une conscience non conceptuelle peut aussi avoir un objet d'engagement. Donc, c'est, on va dire, 3 possibilités entre objet conçu et objet d'engagement. Un objet conçu est un objet d'engagement, mais pour une conscience conceptuelle seulement. Un objet d'engagement peut être aussi l'objet d'engagement pour une conscience non conceptuelle. C'est pour ça qu'on va faire sauter, pour faciliter nos études, on ne parlera pas d'objet conçu, on parlera d'objet d'engagement. D'accord ? C'est objet engageant une pensée. Ça veut dire ça, objet d'engagement de la pensée. Qu'est-ce que la conscience conceptuelle fait face à son objet ? Elle l'appréhende, elle s'engage avec son objet, elle l'appréhende, elle le connaît. C'est le mot engagé, moi, qui me... Oui. C'est ça, c'est l'objet auquel s'intéresse la conscience. L'objet avec lequel elle va se connecter. Oui. C'est pas l'objet qui apparaît à la conscience, c'est l'objet que connaît la conscience. Engagement, ça va être dans ce sens-là. Oui. L'objet qu'elle connaît, l'objet qu'elle perçoit ou qu'elle appréhende. D'accord. Donc pour une perception directe, l'objet d'engagement est le même que l'objet apparent, quand elle est correcte. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Alors que pas pour une pensée. Donc tu penses à quelque chose qui est l'apparaissant et tu le colories avec ton vécu et ça devient ton objet. En gros, une réponse, mais ça, il faut qu'on attende les consciences conceptuelles pour le comprendre. Quand une conscience conceptuelle, par exemple, regardez la tanka, on va faire l'exercice. Ouais. Allez, 3 minutes. Allez, d'abord on regarde la tanka. Conscience visuelle de la tanka. À demain. N'oublie pas de te brosser les dents. 15 fois par jour pendant 15 jours. On va revenir avec le décès. Et tu nous inclus dans les mérites. Incroyable. D'accord, pas de souci. Allez, on regarde la tanka. Donc là, on a les trois conditions, non ? Regardez la tanka, il y a la tanka ou celle-là, par exemple, la tara, non, le tableau. Donc on a l'objet, qui est la tanka. On a la faculté sensorielle, l'œil, la faculté sensorielle visuelle, qui fonctionne. Et on a eu un moment précédent de conscience qui nous permet de voir la tanka. D'accord ? Maintenant, on ferme les yeux. Et on se rappelle la tanka. Donc on n'a plus l'objet visuel en face de nous, on a une image de cet objet. On a la faculté mentale et la conscience précédente. Quand on a ces trois, on peut dire qu'on a une conscience conceptuelle de l'objet. Dans ce cas-là, c'est une mémoire. Une conscience conceptuelle qui se rappelle l'objet. Dans ce cas-là, l'objet d'engagement est
ce tableau de Tara. La conscience conceptuelle connaît cet objet, elle s'engage dans cet objet, elle appréhende cet objet, elle perçoit cet objet. C'est l'objet d'engagement. Maintenant, quel est l'objet qui apparaît à la conscience? Est-ce que c'est le tableau de Tara? Est-ce que c'est Tara elle-même? Ça serait cool. C'est l'image mentale. C'est une représentation mentale qu'on se fait de ce tableau. D'accord? Et qui ne ressemble pas très fort au tableau. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Donc voilà, en gros, c'est la différence. Dans tout ce qui est conceptuel, ce qu'on appelle les consciences conceptuelles, l'objet qui apparaît, c'est une image mentale. On appelle ça une généralité de sens, etc. On va voir tous ces termes-là avec les consciences conceptuelles. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de dissocier ces deux objets, parce qu'on se rend compte que toutes nos consciences mentales à nous sont toutes conceptuelles en tant qu'être ordinaire. C'est ce qu'on appelle des consciences conceptuelles, pas forcément élaborées, mais elles fonctionnent toutes avec des images mentales. Donc c'est tout l'objet qui apparaît, c'est une fantaisie. Et l'objet engagé, tu dirais que c'est le tableau. Oui, parce que c'est ce que connaît la conscience. Qu'est-ce qu'elle connaît la conscience? C'est le tableau. Par exemple, tu te rappelles de ta mère, ce que connaît la conscience, c'est ta mère. Ouais. Mais par contre, l'objet qui apparaît, c'est une image mentale de ta mère. Oui, c'est une image mentale. Ouais. C'est la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on marque la différence entre ces deux. Ouais. Si on fait la relation entre combien de possibilités entre objet apparaissant et objet d'engagement? Elle est trop vite. Ah bah non, mais c'est ça. Répète un peu entre objet de... Combien de possibilités entre objet apparaissant et objet d'engagement? Alors, a priori, objet conçu et objet d'engagement, c'est trois possibilités. Non, mais peut-être. Oui, non, mais attends, mais c'est deux définitions différentes aussi, entre apparaissant et objet d'engagement. Il peut y avoir quelque chose en commun. Pour la conscience visuelle, quand elle regarde le tableau de Tara, elle connaît. Peut-être qu'on va trop vite, mais c'est ça qu'il faudrait. Mais c'est pour ça qu'on va rentrer dans les détails. Pour clarifier, quoi. L'idée, c'est de faire une introduction, déjà pour marquer la différence de l'objet apparent entre une conscience visuelle et une conscience mentale. On a déjà perçu, il y a une image mentale, d'accord? Et le deuxième élément, après cette introduction sur l'objet, on va rentrer directement dans la première des divisions en 2 en 5, qui est conceptuelle, non conceptuelle. D'accord? Et à partir de là, et la non conceptuelle. Et à partir de là, on va rentrer dans le détail et pouvoir remplir le tableau en bas de quel est l'objet d'appréhension, de quel est l'objet apparaissant et quel est l'objet d'engagement de chacune de ces consciences. Si c'est une conscience erronée ou non erronée. Donc c'est juste pour commencer avec le concept de objet d'engagement et objet d'apparition, objet apparaissant. L'image mentale, c'est pas la première qui arrive. L'image mentale, c'est aussi celle qui a subi toutes mes perturbations mentales. On va le voir dans les consciences conceptuelles, on va voir ce qu'on appelle des généralités de sens. Mais alors, au niveau de la conscience conceptuelle, de l'objet d'engagement, pour pouvoir fonctionner dans le samsara, on ne fait que ça, on ne réagit que par, on est complètement guidé par les objets d'engagement. Parce que, par exemple, je sais pas, je dis, on va dans un quartier, par exemple, on se balade quelque part. Et bien, si par exemple, on peut par exemple percevoir par exemple un danger qui n'en est pas forcément un, mais parce que on a tous nos objets d'engagement et on réagit uniquement par rapport à ça, alors que peut-être le danger n'existe absolument pas. Intrinsèquement, il n'existe pas, de toute façon, il dépend de différents facteurs. Oui. Et de toute façon, c'est notre conditionnement qui nous fait percevoir les faits d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais en même temps, on a besoin de ça aussi pour pouvoir circuler, quoi, pour pouvoir se mettre aussi à l'abri de... Donc c'est... Enfin oui, il y a beaucoup de... On vit dans une fantaisie mentale, mais on a besoin de survivre dans cette fantaisie mentale. Voilà, c'est ça. Avec des conventions. Oui. Qui nous permettent de survivre. Oui, parce que sinon, il y a une perte de... Enfin, il y a aussi une perte de repères qui serait...
Enfin, qui se Il se passe en retrait. Ouais. Je voulais juste, pour être sûr si j'ai compris, si c'est un objet, il n'y a aucune base commune entre objet conçu et objet apparaissant alors, dans ce qu'on dit là. Non. C'est ça. Et oui. C'est comme si un objet conçu, un objet d'engagement pour une conscience conceptuelle, et ça peut pas être l'objet apparaissant. L'objet apparaissant, c'est normalement l'objet d'une conscience sensorielle, pas jamais mentale, donc jamais... Non, l'objet apparaissant, la conscience conceptuelle a un objet apparaissant. D'accord. Mais c'est une image mentale de l'objet qu'elle connaît. L'image mentale. Oui. Et pour ça, je trouve ça bien. En anglais, ils disent meaning generality. On va arriver à ces meaning. Il faut qu'on rentre dans les conceptuels. Okay. Bon. Je répète, c'est une introduction de ces deux termes. Okay. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais parce que déjà, c'est un peu confondant tout ça. Parce que c'est complètement relié à la conscience conceptuelle. Maintenant, si on commençait par conscience conceptuelle sans avoir mentionné ces deux termes et en sachant qu'il y a une différence entre les deux, on les shoot au milieu de n'importe quoi. Donc là, c'était l'idée, c'est on introduit ces termes-là. Maintenant, en termes de relation, toute base établie est nécessairement un objet apparent, ça on l'a vu. Et si c'est un impermanent, ça sera un objet apparent pour une perception directe. Et si ça apparaît une conscience conceptuelle, ce sera permanent. Parce que la bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, c'est que l'image générique ou cette représentation mentale est considérée comme étant permanente. Ça, on va revenir plus tard dessus, c'est un sujet, voilà. Et donc, c'est dans les règles apparemment du débat. L'image mentale est permanente et c'est ce qui est c'est l'objet apparent d'une conscience. Pourtant, la conscience est impermanente, mais l'image, elle est permanente. Et c'est drôle, parce que vraiment, c'est l'inverse de ce qu'on perçoit en fait. Que tout ce qu'on voit que là, que c'est permanent, alors que ça change tout le temps. Et tout ce que tu penses, tu vois, tes pensées changent tout le temps, c'est permanent. Parce que mais l'image n'est pas produite. C'est ça, c'est une image. C'est une superposition ou superimposition, comment on appelle ça en français? Surimposition. Superimposition. Superimposition. Impose sur la fortune. Ça, c'est de l'impôt, ça. On va rester sur imposition, c'est bien. Une imposition? Superimposé. Surimposition? Je suis imposée. Bon, pour nous, c'est conceptuel. Ok. Donc l'objet d'engagement, la conscience connaît cet objet, elle s'engage sur cet objet, elle s'implique, elle est concernée par cet objet. Et ensuite, ok. Donc ça c'était la présentation générale sur ces deux objets. Ok, on a fait l'exercice de la tanka. Donc, on a vu la tanka directement avec les yeux. On a vu l'objet apparent, c'est la tanka ou la peinture, le tableau, et puis ce qui est connu par la conscience, c'est aussi le tableau. Et on a vu qu'en fermant les yeux, en se rappelant la tanka, on avait une image mentale. Et vous vous rappelez que ce matin, on avait aussi dit que la conscience prend l'aspect de l'objet. Oui, vous vous en rappelez? Donc, c'est un petit détail à considérer. Maintenant, comment une conscience visuelle connaît son objet au niveau de la science? Je trouve une explication qui m'a paru très cohérente. Comment un objet visuel? Par exemple, comment la science explique le fait qu'il y a la table et que le fait que ta conscience visuelle perçoive la table. Et qu'est-ce qu'elle perçoit, la table? On a allumé la lumière. Il y a des stimuli, quoi. Il y a un stimuli sensoriel qui fait qu'il y a une réaction qui se produit au niveau de la rétine. Et génial. Excuse-moi, on n'a pas chopé le début. Non, mais c'est un stimuli sensoriel qui va être l'objet, quoi. L'objet, puis ça va venir percuter ta rétine, et ta rétine, après, elle va produire... ah oui, voilà. Et puis une vision, quoi. Mais selon ta rétine. Aussi, mais après, c'est pour ça que aussi, comme ça dépend aussi de ton propre objet, enfin de ta propre perception. Si tu veux, quelqu'un peut voir, toi tu peux voir la table marron, moi je pourrais la voir rouge, par exemple. Parce que la lumière, c'est une fréquence, c'est une onde en fait, non? Alors là, oui. Et donc les couleurs, c'est des ondes avec des fréquences différentes, alors non? La lumière, c'est des photons. Parce qu'en fait, l'œil perçoit des ondes. Une partie.
Ok, j'ai une façon de formuler qui était très claire. Qui m'a paru très claire. Je le lis, moi j'ai rien compris, vous m'expliquez. Mais ça correspond à ce que vous étiez en train de dire. Le processus d'une perception. Donc il y a des théories variées entre la neuroscience, la psychologie cognitive et philosophique. Mais le consensus, c'est que nous recevons un stimulus par nos sens, transmis et traité par le cerveau, pour ceux qui ne parlent pas de la conscience en tant que telle. Donc, il déchiffre, par exemple, en termes de la conscience visuelle, il déchiffre 3 ou 4 étapes. D'abord, ce qu'ils appellent le stimulus. Donc, il y a l'objet en face. Et en fait, ce qui est perçu de l'objet, c'est une énergie thermale ou tactile pour le toucher. C'est une lumière pour ce qui est visuel, des ondes de lumière pour ce qui est visuel, des ondes sonores pour le son, des substances chimiques pour les odeurs et les saveurs. Donc on va parler d'ici des ondes de lumière pour l'objet visuel. Donc en fait, ce n'est pas l'objet en tant que tel, c'est les ondes visuelles de l'objet qui sont perçues. Sont définies par couleur et contour. En fait, c'est des ondes, de lumière. Il me semble que... Donc déjà, ce n'est pas l'objet en tant que tel, déjà pour commencer. Les ondes, c'est pour l'ouïe. Ondes de lumière, ils disent. Ils disent aussi. Pour de lumière, pas sonore, mais de lumière. Ensuite, il y a la sensation. Donc, il y a d'abord cette collection. Et c'est le stimulus interagit avec l'organe sensoriel, donc la lumière et l'œil. Les ondes touchent la rétine. C'est la première étape. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent la conversion. Dans l'organe, des cellules spécialisées convertissent le stimulus de ces ondes en signaux électriques. D'accord ? La rétine transfère ce stimulus au nerf optique à l'intérieur. Étape suivante, traitement. Ces signaux touchent une zone du cerveau, dans le cortex, qui traite cette information. Les signaux sont transmis via le nerf optique et traités dans le cortex visuel. Étape suivante. Et ensuite, la perception. C'est le résultat. On perçoit une image, on perçoit des contours, des sons, des saveurs. On perçoit tout cela. Voilà. Et ensuite, la cognition traite, filtre, organise et interprète cette information, suivant différents facteurs. Puis, nous percevons l'objet. Donc, on voit que c'est quelque chose de tout à fait subjectif. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que même ici, on dit perception directe, quand tu l'expliques comme ça, il n'y a pas, même là, il n'y a pas rien de... Non. Déjà, de toute façon, quand on parle de la table, il y a on parle du café dans la tasse. Il y a une perception visuelle, ce qu'on va percevoir en termes bouddhistes, c'est la forme et la couleur. Une couleur noire, une forme qui est contenue dans ce truc. Après, si on le sent, qu'est-ce qu'on va recevoir ? Et percevoir des saveurs. Après, quand on le goûte, donc c'est des perceptions différentes. C'est pas le café en tant que tel. C'est l'objet, par rapport au café, c'est l'objet qui correspond à cette conscience sensorielle. Déjà, en termes bouddhistes. Mais en plus, comme on l'a vu là, il y a toutes ces étapes internes qui fait que ce qu'on perçoit, c'est même pas l'aspect visuel de l'objet, c'est même pas les ondes de lumière de l'objet, c'est toute cette transformation qui s'est passée à l'intérieur. Je peux faire une remarque. Puisqu'on parle de science et en physique, quand on fait une mesure, par exemple la mesure de la température de l'air, c'est jamais la température de l'air qu'on mesure, c'est toujours la température du capteur. Ah ouais, pour le ressenti, c'est pour ça qu'il parle de ressenti. Non, c'est même rien à voir. C'est quand on ventile. Okay. Mais de ce fait-là, quand je mesure la température de l'air, c'est pas la température de l'air, c'est la température du capteur. Comme quand je vois la tasse, c'est pas la tasse que je vois, c'est ce que mon capteur récupère comme information. Et en plus, il y a tout ce processus interne. Et après, quand le capteur, en physique toujours, quand le capteur a fini sa mesure, il mesure des volts, il mesure des ampères, enfin c'est une mesure électrique, toujours. On a toujours une mesure électrique dans notre monde actuel. Il faut convertir ça, c'est-à-dire il faut avoir toute une chaîne de traitement pour que ça devienne une température. Parce que ce qui parle au cerveau, c'est pas les volts, ce qui va parler au cerveau, c'est des degrés. En fait, ce schéma-là, c'est le schéma naturel de l'observation du monde physique. De quelque chose. Du monde physique, ouais. Et nous, c'est pas subjectif, c'est qu'en fait, on n'a jamais accès au monde physique. On a accès qu'au traitement, au bout de la chaîne de traitement de l'information qui nous vient du monde physique, par un capteur, l'œil. Et c'est de là que je pense que le terme bouddhiste qui dit la conscience prend l'aspect de l'objet, et en fait c'est ce qu'elle perçoit, l'aspect donc subjectif qu'elle a de tout ce processus qui est arrivé. Donc définitivement c'est pas le tableau qu'on voit. C'est sûr. Donc déjà on peut se relaxer un petit peu, on voit rien, on voit pas la réalité telle qu'on croit qu'elle existe. Et même ce qu'on voit quand on est en cœur, tu fermes les yeux, mais
Moi, j'ai vu du bleu avec un peu de rouge, et c'est tout. Et c'est dans l'ombre en plus. Donc, pourquoi avoir vu? Sauf quand on regarde la tanka, on a vraiment, on se dit, je vois la tanka. C'est ça, le truc. truc. On dit, je la vois bien. Orange, vert. En fait, ça passe par toute un processus. Bon, Et à un moment, tu dis, oui, ça doit être plus ou moins ça. Voilà, c'est ça. Cette expression de conscience qui prend l'aspect de l'objet, ben, c'est tout à fait C'est ça. ça. Il y a un élément extérieur, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent passer sous un filtre, et après il y a une certaine compréhension de cela. Donc on vit dans la fantaisie complète. Ah, plus on étudie, moins on va se prendre au sérieux, hein, finalement. C'est la bonne nouvelle. Hein. Et plus on peut remettre en doute nos perceptions. Ben, c'est ça l'idée, oui, parce que le monde extérieur, tel qu'on le perçoit, et ben voilà, La perception est limitée de par ce qu'elle est, quoi. Good. Donc ça, on a fini. Oui. Moi, je ne sais pas si c'est une déduction logique, mais quand on dit qu'il faut toujours les trois conditions, si on accepte ça, en fait, une personne ne peut jamais se mettre en colère. Parce qu'une personne n'est pas un moment précédent de conscience. Une autre personne n'est pas un moment précédent de conscience. Donc, si tu te fâches qu'il y ait un tas, comment dire, c'est que tes perceptions qui te mettent. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas, Oui. l'autre personne ne peut pas te mettre en colère parce que c'est pas le C'est même. tes perceptions qui te mettent en colère. Oui. On va faire C'est cette un moment méditation. précédent de. On va faire cette méditation. Une petite méditation vite fait. Ça vous pas? Oui, c'est bien. On va pas s'endormir, ne vous inquiétez pas. On va la garder active. Là, on rentre dans le conceptuel, du coup. Donc, notre façon de penser. On pense en images et en mots. On va réfléchir là-dessus. On va se concentrer on va penser à quelqu'un qui nous donne de la joie. Une personne auquel on voit des qualités, qui nous produit une certaine joie. On va commencer comme ça. Donc choisissez quelqu'un qui vous produit de la joie. Est-ce que vous avez le sourire? Donc cette personne est la source de notre joie, on est bien d'accord, dans l'expérience de ce moment. Oui. Maintenant, sur la base de ce qu'on vient de voir, en fait, ce n'est pas la personne en tant que telle qu'on a à l'esprit, c'est une image mentale de cette personne, on est d'accord? On a perdu le sourire, non? Quand on comprend que c'est juste une image mentale à laquelle on pense, que ce n'est pas la personne en tant que telle, la joie qu'elle nous produisait, elle se perd aussi. En tant que telle, cette image, elle n'a aucun pouvoir sur nous. Quand on sait que c'est une image mentale en tant que telle, elle n'a pas le pouvoir de me créer la peur, la joie ou la tristesse, etc. Non? Le fait que la conscience croit être en présence de cette personne, c'est ce qui crée de la joie, mais en fait c'est une perception erronée quant à son objet apparent. Maintenant, on va refaire l'exercice avec une personne qui nous énerve, minimum. On a peut-être une dispute avec quelqu'un, par exemple. Donc, on pense à cette personne. Et on va ressentir de l'impatience, du rejet, etc.
Qu'est-ce qu'elle m'énerve, hein? On peut arrêter. Mais non, on continue. Et là, c'est ça, là, on fait marche arrière et on se rend compte qu'en fait, cette personne, c'est juste une image mentale que j'ai. Donc, l'émotion de l'impatience que j'ai à ce moment-là, elle est créée juste par une image mentale. Elle n'est pas créée par la personne en tant que telle. C'est juste une image mentale de cette personne. Encore une fois, c'est une perception erronée. On pensait avoir la personne en tête et s'impatienter avec cette personne. On s'impatiente juste en face d'une image mentale. On a cru que cette image était la personne. Et on s'est mis en colère éventuellement. Et en plus, on va alimenter cette colère éventuellement, cette impatience, etc. Par rapport à une image mentale, tout simplement. Et on voit que dans ce sens-là, quand on a quelqu'un qui vraiment nous énerve au quotidien, par exemple, c'est comme récurrent, non? On a du mal à lâcher cette idée. On voit comment notre esprit va dire « Oui, mais c'est pas juste une image mentale. Elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, etc. » Donc non seulement notre esprit est erroné dans le sens où on croit avoir la personne dans notre esprit, on croit être en face de la personne et sans ressentir ses émotions en face de la personne. En fait, il n'y a pas de personne réelle, c'est juste une image mentale. Mais en plus, on s'attache à cette projection et on l'alimente. Et de là viennent tous nos problèmes. On peut sortir de la méditation. C'est pas évident. C'est super quand même. Les émotions, elles arrivent vite. En plus, on a raison. Hein. On alimente. C'est ça. On alimente. Oui, mais non, c'est pas juste une image mentale. Oui, mais On ne voit pas l'histoire de l'image mentale quand on fait une expérience de j'aime ou j'aime pas telle personne. Intéressant. Donc je pense qu'on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Demain on rentrera dans les consciences conceptuelles ou non conceptuelles, la première division en deux. D'accord, demain matin. Et on continuera à faire quelques révisions de débat aussi, voir l'exercice différent, les autres exercices. D'accord? Ok. On va faire la dédicace, les prières de dédicace.